Je vous remercie. En 2009, parlons un peu des prisons, vous avez participé à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé Le microcosme carcéral. Vous aviez, il y a 3 ans déjà, écrit que la population des prisons continue à être largement alimentée par le recours massif à la détention préventive, l'allongement de la durée des peines et la diminution du nombre de libérations conditionnelles. Le résultat, écriviez-vous à l'époque, d'une telle politique est un accroissement sensible de la population carcérale et un problème récurrent de détérioration des conditions de détention. Est-ce que selon vous, ce constat demeure d'actualité? C'est une première question. Et une deuxième question, comment comprendre les mesures récentes adoptées par Madame la ministre de la Justice? Et je fais référence ici à l'augmentation des places au sein des prisons, l'ouverture de l'LB à la prison de Saint-Gilles, ou encore la pose de portiques de sécurité. Alors, le conseil n'est pas de moi, hein, c'est une collègue qui le fait depuis 20 ans, Sonia Snaken de la VUB, mais je veux dire, il a été affiné par d'autres. La plupart des criminologues qui travaillent sur ces questions sont d'accord avec ce constat, qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire que les détentions préventives continuent à augmenter et aussi leur durée. Hein, c'est ça aussi le phénomène de surpopulation, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens restent de plus en plus longtemps. Ce qui est nouveau par rapport aux constats initiaux, c'est aussi la situation des internés. Depuis l'affaire Dutroux, le nombre d'internés en Belgique a doublé. Donc la population a été multipliée par 2 dans nos établissements, alors que le nombre de décisions d'internement est quasiment stable. Ce qui veut dire quoi? Que les commissions de défense sociale ne libèrent plus, ou libèrent beaucoup plus tardivement. L'allongement des peines reste un constat tout à fait d'actualité, et la libération conditionnelle, avec l'arrivée des tribunaux d'application des peines, c'est plus compliqué à l'établir. Les données dont on dispose aujourd'hui tendent à montrer que ces libérations conditionnelles, qui sont par ailleurs un mode minoritaire de libération, dans l'état actuel des choses, diminuent, et qu'elles sont de plus en plus précédées par de la surveillance électronique ou par une détention limitée. Donc les juges, pas les juges, les tribunaux de l'application des peines ont créé une sorte de système progressif où on teste d'abord les détenus en détention limitée, en surveillance électronique, avant leur octroyer la libération conditionnelle. Et cette libération conditionnelle, qui est déjà décalée dans le temps par rapport au délai officiel, s'en trouve encore plus décalée. Donc les détenus qui passent par la surveillance électronique ou la détention limitée se voient octroyer une libération conditionnelle beaucoup plus tardivement que ceux qui ne sont pas passés par là, étonnamment d'ailleurs. Alors, par rapport à une situation comme celle-là, les décisions auxquelles vous faites référence, la rénovation de l'LB de Saint-Gilles, c'est une excellente chose, parce qu'on appelle depuis des décennies à la rénovation, et pas que de l'LB de Saint-Gilles, il y a encore beaucoup d'ailes à rénover. Les portiques de sécurité, là, on est peut-être dans une autre problématique relative aux évasions. Là, c'est de la politique spectacle, c'est de l'annonce pour rassurer, c'est même pas les gardiens que ça rassure d'ailleurs, hein, pour rassurer monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, étonnant d'apprendre que de toute façon, enfin, étonnant pour certains, que dans certaines prisons, ces portiques existaient déjà. Par contre, ce qui est beaucoup plus critiquable, c'est le programme qui a été initié par le ministre Van der Heusen et conforté par Stéphane de Klerk, d'accroître la capacité pénitentiaire en Belgique de plus de 2500 unités. Et là, c'est tout à fait critiquable. Pourquoi? Parce que on sait pertinemment, par les expériences étrangères, par les études qu'on a menées, que plus on augmente la capacité, plus on remplit. Et la capacité qui est prévue aujourd'hui, l'augmentation de capacité, ne va déjà pas être suffisante pour héberger l'ensemble de la population pénitentiaire lorsque ce programme sera terminé. Et donc c'est beaucoup plus du côté des alternatives que les choses doivent être recherchées. Mais le problème des alternatives qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles ne remplacent pas du tout la prison. Elles viennent généralement s'ajouter à la prison. On l'a bien vu avec la peine de travail qui a explosé depuis son introduction en 2002. Donc on est maintenant à 11 à 12 000 peines de travail qui sont prononcées par an. Mais ce que l'on observe, c'est que quasiment la moitié de ces peines sont prononcées par des tribunaux de police en matière de roulage. Donc ce n'est pas un contentieux qui alimente la population pénitentiaire, et certainement pas des peines de longue durée. Et que, étonnamment, les peines de travail augmentent dans les tribunaux de police au moment où les suspensions du prononcé diminuent. Et donc on peut faire l'hypothèse que cette alternative est en train de mordre sur une autre alternative. Et là, la solution que l'on peut envisager, c'est de faire en sorte que les juges ne puissent plus prononcer une peine d'emprisonnement, que pour certains contentieux, ils aient le choix entre une peine de travail et une peine d'amende, mais que l'emprisonnement prévu dans le Code soit définitivement biffé. C'est évidemment une discussion politique assez difficile. Je vous remercie. Je vais vous poser une dernière question, monsieur Marie.
Que doit-on penser d'une idée qui est somme toute fort présente au sein de la population, selon laquelle quelqu'un qui aurait été condamné à de la prison se voit néanmoins attribuer un traitement, parfois synonyme de club méditerranéen, face à la souffrance infligée par un délinquant à une victime? Que penser de ce raisonnement-là? Écoutez, d'abord, d'un point de vue sociologique, il faut bien constater que c'est un raisonnement qui a de plus en plus de succès. On est justement dans un contexte d'hyper-réactivité à la délinquance, de valorisation du statut de la victime. Alors évidemment, je sais que ce genre de considération s'accompagne généralement du fait qu'on fait tout pour les détenus et rien pour les victimes, alors que politiquement, depuis une vingtaine d'années, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. On a fait énormément pour les victimes et finalement très très peu pour les détenus. Mais la question ne se joue même pas là, sauf à revenir à un droit de la vengeance dans la réaction à la délinquance. La question est que nous avons une conception, et quand je dis nous, c'est pas que la Belgique, c'est au niveau international, donc aussi les engagements que nous avons pris au sein du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, des Nations Unies, etc. Une conception de la privation de liberté, qui est d'ailleurs inscrite dans la loi de 2005, qui consiste à dire que la punition, c'est la privation d'aller et venir, point à la limite. C'est ça la punition. Et qu'on ne doit rajouter à cela aucune autre punition. Que le détenu doit conserver tous les autres droits. Simplement, il est tenu de rester entre les quatre murs de la prison. Ce qui, par ailleurs, fonctionne assez bien en règle générale. Et s'il fallait réagir en plus à la question du Club Med, je pense que, outre le fait qu'on pourrait rétorquer, mais est-ce que vous êtes déjà resté bloqué pendant un mois dans votre appartement sans pouvoir en sortir et qu'est-ce que ça vous a fait, hein? Je pense que les personnes qui considèrent que les prisons sont des clubs med n'ont jamais mis un orteil dans un établissement pénitentiaire, et je ne parle même pas des prisons insalubres telles que Forêt. Donc quand on parle d'insalubrité, c'est des cafards, des rats, etc., tels que Forêt, Namur ou Mons. On peut même dire cela par rapport à des établissements très modernes, hein, qui ressemble à tout sauf à un club méditerranéen ou un hôtel 3 étoiles ou que sais-je encore. Donc on est ici avec un discours qui, me semble-t-il, fait rejaillir une vision de la réaction pénale axée purement sur la vengeance, et j'ajouterai à cela que cela renvoie aussi à une vision tout à fait déformée de la délinquance. Donc, vision déformée essentiellement par les médias. Donc, les gens, lorsqu'on parle des souffrances de la victime, on imagine tout de suite le proche de quelqu'un qui a été assassiné, la personne qui a été violée, donc des crimes graves et qui ont créé évidemment énormément de souffrances, en omettant que ce qui fait le quotidien des établissements pénitentiaires, ce sont des petits récidivistes de vol. Alors je ne dis pas pour autant qu'ils n'ont pas causé de victimes, évidemment, hein, mais lorsqu'on parle de souffrance là, hein, on est dans une recherche de proportionnalité qui me semble totalement décalée par rapport au profil des populations qui sont accueillies dans nos prisons. Je vous remercie, Monsieur Marie. Encore une petite question peut-être. J'ai l'impression que le problème carcéral se focalise parfois sur la problématique de la détention préventive. Lorsque je vois la manière dont les chambres du Conseil fonctionnent, les chambres des mises en accusation, le nombre de mandats délivrés, les procureurs du roi qui font ce qu'ils peuvent, les juges d'instruction qui font ce qu'ils peuvent aussi, les avocats qui ont finalement parfois quelques minutes pour évoquer sur une matinée la situation de leurs clients. Comment rencontrer cette problématique spécifique-là? Faut-il s'orienter vers, éventuellement, une politique de quota de détention préventive que chaque juridiction pourrait éventuellement actionner ou non? Ou comment faire pour rencontrer ce défaut de cette mise en place de cette loi sur la détention préventive? Écoutez, ce serait vraiment trop long de répondre en rentrant dans le détail. Il y a une recherche de l'Institut national de criminalistique et de criminologie qu'on trouve en accès libre sur leur site, qui a justement examiné
quels seraient les effets de tels changements dans la loi de 1990. Donc, si l'on allonge les taux de peine qui conduisent au mandat d'arrêt, si l'on revient à des listes d'infractions, enfin, ils ont examiné toute une série de scénarios et ils ont projeté ça au départ de la population, au moment où ils ont fait la recherche, la population carcérale, pour montrer est-ce que ça va avoir un effet sur la population en question. Et donc là, on a des données, parce que les quotas, c'est évidemment ce qu'on a envisagé aussi pour les établissements pénitentiaires, mais le quota est un problème sérieux par rapport à la légalité, parce que le type qui aura zigouillé la moitié de sa famille et qui arrive hors quota, hein, on trouverait évidemment injuste qu'il ne soit pas mis sous mandat d'arrêt alors qu'on vient de mettre sous mandat d'arrêt quelqu'un qui a été pris avec 20 grammes d'héroïne. Bon, je caricature quelque peu. Mais on a donc des solutions par rapport à cela. Par contre, ce qu'on peut de manière plus générale avoir à l'esprit, enfin ce qu'il faut de manière plus générale avoir à l'esprit aussi, c'est que nos magistrats ne vivent pas, même si parfois certains le prétendent, dans un monde éthéré. Ils vivent dans notre société, ils sont soumis à la pression de l'opinion publique, ils sont soumis à la pression des médias, et des magistrats, et encore plus depuis l'affaire Dutroux, savent bien que leurs décisions sont soumises à un certain contrôle de la part de ces médias, et que s'il y a un faux pas, c'est éventuellement sur leur propre nom que ce faux pas va rejaillir. Et donc, ce qu'on peut observer aussi, c'est une extrême prudence, voire une frilosité, par rapport à des prises de risques hein, qui sont finalement ce que devrait être le quotidien de la justice pénale. On est confronté davantage à la gestion des risques du délinquant, mais sans qu'il y ait plus beaucoup de prises de risques des différents acteurs, et je les comprends. Je les comprends parce qu'ils font leur job et ils n'ont pas nécessairement envie hein, d'être montrés du doigt face à l'opinion publique. Mais ce climat-là ne facilite pas les choses, d'où la nécessité de trouver des solutions techniques qui, à un certain moment, contraignent à telle décision de manière telle que le magistrat puisse dire alors j'ai fait ce que la loi me disait de faire ou me permettait de faire, et c'est le cadre que politiquement nous avons décidé dans notre société. Eh bien, Monsieur Marie, je vous remercie pour votre éclairage. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci.